Bonjour, la famille. Profitez de ce moment de détente avec des histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos pensées dans la section des commentaires. Et n'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez alors que nous nous plongeons dans l'histoire. La grande salle de bal du Centre de Convention Internationale de Lagos scintillait de 1000 lumières étincelantes. D'imposants lustres en cristal projetaient des reflets prismatiques sur les sols de marbre brillants, et un silence plein d'attente se propagea à travers la foule de 1000 personnes. Sur scène, au milieu des vagues de flash, se tenait Lana Rivers, à la peau foncée, élégante dans une robe de soirée bleu nuit cousu main qui épousait sa silhouette élancée. Elle était l'incarnation de l'assurance, les pommettes hautes, la peau comme de l'ébène poli sous les lumières de la scène. À ses côtés se tenait Logan Creed, son fiancé, également à la peau foncée et impeccablement vêtu d'un smoking sur mesure, dégageant une confiance absolue. « Mesdames et messieurs », résonna le riche baryton du présentateur, « veuillez accueillir notre jeune créatrice visionnaire de l'année, Lana Rivers. » Un tonnerre d'applaudissements retentit. Lana leva sa main fine vers une mer d'adoration tandis que les caméras l'assaillaient. Elle prit une profonde inspiration, se pencha vers le micro. « Merci à tous. » Mais Logan s'avança brusquement, posant une main possessive sur son épaule. Son sourire parfait était crispé. « En fait, dit-il, la voix empreinte de venin plutôt que de chaleur, nous savons tous qui mérite vraiment ce prix, n'est-ce pas ?» Il marqua une pause, ses yeux balayant l'auditoire comme pour chercher une validation. La foule murmura. Le sourire de Lana vacilla. Les lèvres de Logan se courbèrent en un sourire moqueur. « C'est moi, bien sûr. Parce que sans moi, sans Logan Creed, les créations que vous voyez devant vous ne seraient que de simples croquis. Je suis le vrai talent derrière Rivers & Creed. » Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Le cœur de Lana battait la chamade. Ses doigts tremblaient sur le dossier contenant son discours de remerciement. Quelque part, un projecteur s'inclina pour l'éclairer plus vivement, illuminant le choc gravé sur ses traits. Sa peau lisse, d'un brun profond, luisait sous l'intense examen. Quelques invités eurent un hoquet de surprise. D'autres commencèrent à chuchoter. Logan continua, savourant chaque seconde. Les contributions de Lana ? Sans inspiration. C'est ma vision qui a façonné cette marque. Alors merci, tout le monde. Merci de reconnaître Logan Creed. Les lumières noires de l'installation du DJ dessinaient des ombres déchiquetées sur les murs. Les caméras zoomaient sur le visage de Lana. Lèvres entr'ouvertes, l'incrédulité se cristallisant en horreur. Les murmures se transformèrent en halètements. Les flux des réseaux sociaux s'embrasèrent en temps réel. Un groupe de journalistes s'agglutina comme des vautours au pied de la scène. Avant que Lana ne puisse répondre, un machiniste lui tira doucement le bras. « Nous devons conclure. » Logan lui fit une révérence sans conviction, se prélassant toujours dans l'attention changeante. Alors qu'elle était conduite hors de la scène, son cœur semblait s'être brisé en 1000 morceaux. À cet instant, le monde extérieur se réduisit au battement assourdissant de son propre pouls. Boum. 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 Elle trébucha dans les coulisses, la vision brouillée par les larmes. Derrière elle, la foule éclata en applaudissements, mais ce n'était pas pour son triomphe. C'était pour le spectacle de Logan. Quelques instants plus tard, dans le couloir sombre des coulisses, Lana se pressa contre le mur de pierre fraîche. Son sac de créateur gisait à ses pieds, son contenu intact, des croquis de prototypes, des échantillons de tissu, les ciseaux de tailleur antique de son père. Tout ce pourquoi elle avait travaillé, toute sa vie d'adulte, gisait en ruine. Dehors, les applaudissements de la foule faisaient vibrer les portes vitrées. Elle ravala un sanglot, la gorge à vif de douleur. « Ça va ?» demanda une voix douce. Zia Kapoor, son amie d'enfance de l'école de mode, sortit de l'ombre. La peau de Zia brillait comme de l'acajou foncé. Ses yeux, vifs d'inquiétude, allaient des lèvres tremblantes de Lana à la scène au-delà. Lana secoua la tête. Il a tout gâché, juste au moment où je devais être célébré. Zia s'approcha, écartant une mèche rebelle du visage de Lana. J'ai vu. Je suis tellement désolé. Sa voix était empreinte d'un regret sincère. Viens. Sortons d'ici. Lana hocha la tête, la bouche sèche. Elle jeta un dernier regard à la scène.
Logan saluait comme s'il avait orchestré une performance triomphale. Alors qu'elle suivait Zia dans le couloir étroit, son cœur de créatrice se sentait blessé, mais quelque chose de plus sombre et de plus féroce s'enflamma en elle, un besoin brûlant de reconquérir son nom, son travail, sa vie. 3 jours plus tard, dans le silence de sa maison d'enfance en Oregon, Lana traçait des cercles sur la condensation d'une fenêtre avec le bout de son doigt. La maison était petite, avec des planchers en pain usé, des murs peints d'un crème doux, et elle sentait légèrement les brioches à la cannelle que sa mère avait l'habitude de faire quand Lana était enfant. Maintenant, elle semblait étouffante, une cage pour une vie qu'elle ne reconnaissait plus. Lana se tenait pieds nus au comptoir, les bras enroulés autour d'elle. Sa peau, d'une teinte sable chaud, contrastait avec les carreaux pastels de la cuisine. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de dentelle, tombant comme un projecteur sur son expression douloureuse. Elle n'avait pas dormi. La première nuit à la maison, elle avait rêvé de cette salle de bal. Les acclamations, les rires, la façon dont la voix de Logan l'avait coupée en deux. Son téléphone vibrait sans cesse sur le comptoir, email, SMS, notifications des réseaux sociaux. Chaque ping était un autre rappel de son effondrement. Lana, chérie, le petit déjeuner est prêt, appela sa mère depuis le salon adjacent. Madame Rivers, peut-être à la fin de la cinquantaine, à la peau foncée et fière, entra avec une assiette d'œufs brouillés et de toast. Ses yeux, à elle aussi, étaient gonflés. Les rides d'inquiétude s'étaient creusées depuis que la nouvelle de l'humiliation de sa fille avait éclaté. Lana força un sourire. « Merci, maman. » Elle se glissa sur une chaise en bois, la tête basse comme si la gravité avait doublé. « J'ai vendu ma voiture hier, il fallait que je paie des factures. » Les lèvres de sa mère se serrèrent. « Je sais, bébé. Ton père et moi, nous aiderons comme nous le pourrons. » Lana ferma les yeux, inspirant d'une traite tremblante. Ce ne sont pas que les factures. Tous les magazines de mode, tous les blogs, regardent. Elle tapota son téléphone. Zia avait envoyé des coupures, les titres criant « Lana la menteuse démasquée » et « Creed le génie ». Chaque article était un poignard dans ses rêves. Les sponsors retirèrent publiquement leurs contrats. Les détaillants retirèrent ces lignes de leurs rayons. Ses abonnés sur les réseaux sociaux se désabonnèrent sans cérémonie. La marque qu'elle avait nourrie depuis l'école d'art était maintenant défunte. C'était comme si sa peau était devenue la toile du monde pour le ridicule. Sa mère posa une tasse de thé devant elle. « Veux-tu parler à quelqu'un » Lana laissa échapper un rire qui ressemblait plus à un croassement. « Parler ? De quoi ? De la façon dont Logan a mis ma carrière enchaînée ? De la façon dont la presse m'a crucifié ? De comment je ne suis soudainement plus rien sans lui ? Tu n'es pas rien. » insista sa mère. La voix tremblante. « Lana, tu as construit cette marque avec ton sang et ta sueur. » Elle s'assit, retournant doucement la main de sa fille. « Je sais que ça semble sans espoir maintenant, mais le monde peut être cruel. Surtout pour les femmes comme toi. Talentueuses, ambitieuses, des femmes noires à la peau foncée. Je les vois te regarder, de la pitié dans leurs yeux. Ils pensent que tu as perdu la tête. » Lana ravala un sanglot. « Je ne reconnais même plus la personne dans le miroir. Chaque fois que je me brosse les dents, je m'attends à moitié à ce que cette femme soit la même. » Mais elle a disparu. Sa mère tendit la main sur la table, tirant les doigts de Lana. « Elle est toujours là. Elle est plus forte qu'aucun d'entre eux ne le sait. Tu as juste besoin d'espace pour respirer. Pour penser. Pourquoi ne restes-tu pas ici un moment ? Éloigne-toi de tout ça. » Lana hésita. Elle n'avait pas le choix. Son bail d'appartement à Los Angeles avait été annulé lorsque son sponsor avait retiré son financement. Ses ressources étaient épuisées. Un silence tomba entre elles, rompu seulement par le vieux réfrigérateur. Finalement, Lana expira. D'accord. Ce soir-là, Lana s'assit sur le porche en bois, les jambes repliées sous elle, regardant le soleil se coucher derrière les arbres à feuilles persistantes. L'horizon brillait d'abricots et de roses, comme pour l'inciter à trouver une nouvelle lumière. Même le scintillement du crépuscule ne pouvait chasser le vide qui lui rongeait la poitrine. Pourtant, au plus profond de ce vide, elle sentit la première braise de quelque chose d'autre, la rage. Les semaines passèrent dans un flou de jours qui semblaient être les échos du précédent. Lana trouva un emploi au salaire minimum dans un café local,
Fireseed Brews, se faisant passer pour elle. Rivers, un pseudonyme absurde qu'elle avait griffonné sur un bout de papier. Derrière le comptoir, elle servait du café filtré des lattes glacées. Chaque matin, elle saluait les clients avec une neutralité étudiée, veillant à ne pas croiser leurs regards. La peau riche et brune de Lana, maintenant souvent dissimulée par une casquette ample, ne faisait aucune différence parmi ces visages. Il ne voyait qu'une autre barista. Elle vivait dans une chambre exiguë au-dessus d'un vieux garage sur la propriété de sa famille. Les murs étaient si fins que les grincements et les conversations étouffées s'infiltraient d'en bas. Elle se couchait chaque nuit avec le poids d'une onde sans fin qui pesait sur elle. Son sac de créateur et son ordinateur portable étaient enfermés, prenant la poussière dans une malle au bout de son lit. Pendant ses heures libres, aussi rares soient-elles, elle errait dans l'atelier de tailleur poussiéreux de son père, ses doigts effleurant de vieilles bobines de fil et la sculpture ennoyée de sa machine à coudre antique. Un après-midi, debout derrière le comptoir du café, Lana servit une influenceuse impeccable nommée Tessa Munro. Tessa était perchée sur un tabouret de bar, son téléphone en équilibre sur un trépied, diffusant en direct son butin de caféine. Sa voix était haletante. « Salut les gars, jetez un œil à ce nouvel endroit. Les meilleures lattes de la ville, gazouilla-t-elle, les lèvres enduites d'un brillant à lèvres roses. » La plupart de ses commentaires étaient polis, mais Lana surprit une salve de ses abonnés la traitant de « fausse » et de « dépassée ». Tessa leva les yeux vers Lana, les yeux se plissant. « Vous me semblez familière, dit-elle, la voix dégoulinant d'une douceur forcée. On ne se connaît pas ? Le cœur de Lana s'emballa. Elle afficha un sourire neutre. Je ne crois pas, Tessa pencha la tête. Si, vous étiez Lana Rivers, non ? La grande créatrice. Elle haussa un sourcil, la caméra capturant le rougissement rigide de Lana. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Vos sponsors vous ont lâché ? Lana se redressa, de l'acier dans le regard. Elle baissa la voix. Non, vous vous trompez de personne. Un des spectateurs de Tessa écrivit, #flashbackfell. Tessa rit. Joli nom, mais oui, ma chérie. Grand sponsor, grande demeure. Maintenant, regardez-vous, à servir du café pour payer le loyer. Les joues de Lana s'enflammèrent. Sous son calme apparent, son estomac se noua. Elle versa du lait fumant dans une tasse, le sifflement de la buse à vapeur couvrant le bruit de son pouls. Profitez de votre latte, dit-elle doucement, passant la boisson sur le comptoir avec des doigts tremblants. Tessa prit une gorgée, fit une grimace dégoûtée. Pas aussi bon que mon barista privé, mais pour la masse, ça fera l'affaire. Elle cliqua et, sur son direct, dit « Bye, loser ». Ce moment cristallisa le désespoir de Lana. Elle se retira dans l'arrière-salle, la poitrine haletante, les larmes au bord des yeux. À la fin de son service, le visage de son propriétaire était livide, un avis d'expulsion. Elle était tombée si bas que son salaire suffisait à peine à payer le loyer. Son cœur se serra. Elle avait été si prudente. Comment pouvait-elle être expulsée si rapidement ? Cette nuit-là, avec les papiers d'expulsion froissés dans sa poche, Lana s'assit sur un banc de parc usé sous un lampadaire vacillant. L'air frais du printemps ne faisait pas grand-chose pour l'engourdir. Elle ouvrit un carnet de croquis abîmés, les pages blanches à l'exception de quelques dessins à moitié formés, et fixa la première page vide. Le monde semblait creux, en manque. Et pourtant, elle réalisa qu'elle était toujours en vie. Ses doigts se refermèrent sur un vieux crayon fusain. Elle traça une seule ligne horizontale sur la feuille blanche. Puis, d'une écriture tremblante, elle écrivit un seul mot, reconquérir. Son souffle se coupa. Le mot semblait être une impulsion électrique à travers ses veines. Elle réalisa que le fond du trou n'était pas une fin. C'était un creuset. Si elle pouvait survivre à ça, elle pourrait forger quelque chose de nouveau. Et ainsi, d'une main tremblante, elle pressa le crayon sur la page, commençant le lent processus d'assemblage des fragments, un trait de fusain à la fois. Sous une ampoule fluorescente bourdonnante dans un loft exigu du Lower East Side de New York, Lana Rivers, se faisant désormais appeler Vesper Queen, se tenait devant une lampe vacillante, les nerfs à vif. Le loft sentait la térébenthine, le tissu de seconde main et l'espoir. Des tuyaux rouillés au-dessus de sa tête laissaient tomber une goutte occasionnelle et résonnante dans un seau vide en dessous. Zia Kapoor avait laissé un mot, « Retrouve-moi ici ». 47 East 13 TH Street, appartement 4B. Frappe 2 fois, puis une fois de plus.
Lana avait hésité avant de se diriger vers le nord depuis l'Oregon, mais le désespoir avait finalement vaincu la peur. Elle passa ses doigts le long du bord d'un portant en métal cabossé, garni de vêtements en lambeaux. Des ourlets dépareillés, des couches de chute de tissu. À chaque respiration, elle sentait la piqûre lointaine du rejet se transformer en une détermination endurcie. Elle frappa 2 fois, marqua une pause, puis frappa une fois de plus. La porte s'ouvrit. Zia, à la peau foncée, les yeux brillants, sourit. Ses longs cheveux étaient tirés en un chignon lisse. Sa veste en wax en cara vibrant sentait encore légèrement le jasmin. Lana, souffla-t-elle, la voix douce mais pleine d'urgence. Bienvenue. Lana entra, observant l'espace étroit. Des machines à coudre dans un coin, un petit bureau couvert de magazines de mode dans un autre, le reste dominé par des échantillons de tissu, des croquis épinglés au mur et un ordinateur portable cabossé. Une montagne de tomes de mode penchait dangereusement à côté d'une vieille étagère. Une table de couture industrielle parcourait la longueur d'un mur. J'ai préparé tout ça. Dit Zia, conduisant Lana devant un canapé rapiécé jusqu'à une chaise pliante. Je te le dois, pour m'avoir soutenu quand tout le monde m'a tourné le dos. Lana s'affaissa sur la chaise, la posture relâchée. Je ne sais pas par où commencer, admit-elle. Je suis encore. Je ne suis plus sûr de qui je suis. Zia s'accroupit pour la regarder dans les yeux. Tu es Lana Rivers. Tu es brillante. Tu as juste besoin d'une nouvelle histoire. Elle désigna une pile de cartons d'expédition dans le coin. Et d'un nouveau nom. Tiens. Elle tendit à Lana un journal relié en cuir. Sur la couverture, embossé en argent, se trouvaient les mots « Vespe Queen ». C'est ton identité maintenant. Tu fermeras ce journal chaque nuit, et il te rappellera qui tu veux être. Féroce, résolu, inconnu. Voici les clés de ce garde-meuble dont nous avons parlé. Tout mon équipement est là. Machine à coudre industrielle, mannequin, éclairage. Mais tu dois disparaître en tant que Lana Rivers. Pas d'interview, pas de réseaux sociaux. Juste Vespe. Lana serra le journal contre sa poitrine. Son poids était étrangement réconfortant. Elle hocha la tête. Des larmes brillaient dans ses yeux sombres. Je le ferai. Zia sourit. Bien. Parce qu'il y a des rumeurs, des chuchotements, sur une nouvelle créatrice mystérieuse qui fait des vagues sur des forums obscurs. Ils l'appellent la créatrice fantôme. Les gens sont intrigués. Si je peux t'aider à démarrer discrètement, alors tu pourras prendre de l'élan. Mais ça doit rester secret. Si tu fais une erreur, ils feront le lien. Lana expira lentement, ressentant à la fois la terreur et l'exaltation. Par où je commence? Zia alluma l'ordinateur portable, l'écran de connexion clignotant. Ici. Nous allons dessiner des modèles, rédiger des plans d'affaires, enregistrer une SARL sous le nom de Vespe Queen. Je m'occuperai de la logistique. Tu dois me faire confiance. Elle tendit à Lana une tasse de café chaud. L'arôme était fort, rassurant. Lana la porta à ses lèvres, savourant la chaleur. À cet instant, elle réalisa que malgré tout, elle avait encore une chance de reprendre sa vie en main. Quelque part dans sa poitrine, une flamme fragile vacilla. Elle se redressa, les épaules carrées. Commençons. 2 semaines plus tard, un linceul de brume matinale s'accrochait au front de mer industriel de Brooklyn. Dans un entrepôt converti en studio, Lana, désormais Vespe Queen, se tenait devant un miroir en pied. La pâle lumière de l'aube filtrait par les hautes fenêtres, illuminant les sols en béton brut. Éparpillés autour d'elle se trouvaient des tissus de récupération, du cuir vieilli, de la toile de jute et des bandes de tissu teint à la main. L'atmosphère était feutrée, ponctuée uniquement par le vrombissement rythmé d'une machine à coudre industrielle dans le coin. Le reflet de Lana semblait différent. Les traits de sa peau foncée étaient encadrés par une coupe courte teinte en bleu nuit, une déclaration audacieuse de sa nouvelle identité. Ses épaules étaient plus droites, son menton relevé. Elle portait un simple haut à col montant noir et un jean délavé, sans prétention, mais il y avait une intensité chargée dans sa posture. Zia flottait à proximité, faisant défiler son ordinateur portable. On a discrètement lancé ton Instagram hier soir, dit-elle calmement. Des publications anonymes, juste des gros plans de texture, tes cuirs vieillis, des coutures brutes, et des légendes énigmatiques.
Se réinventer ou périr, et descendre, la couture renaît. Les commentaires explosent. Les gens n'arrivent pas à savoir qui est derrière. On a déjà 10 000 abonnés. Lana hocha la tête, le cœur battant. Elle expira lentement, se stabilisant. Bien, mais j'ai besoin de plus. Je veux qu'ils ressentent mon énergie, pas seulement voir des morceaux de tissu. Zia leva les yeux. Exactement. C'est pourquoi aujourd'hui tu vas présenter ta première pièce. J'ai trouvé un trench coat dans un friperie, surdimensionné, en toile de coton noir. Je veux que tu le coupes, le remodèles, puis que tu superposes des lanières de cuir brut sur le torse. Elle tendit à Lana un croquis plié. La silhouette est androgyne. Des angles vifs, des coutures imprévisibles. On l'appellera le maraudeur. L'imagerie sera féroce, à fort contraste, ambiance noire, un message. Attention, j'arrive. Lana ouvrit le croquis et passa ses doigts sur les lignes de fusain. À cet instant, elle sentit une vague de détermination. Faisons-le. Elle se mit au travail. Ses doigts dansaient avec précision. Elle coupa les manches du manteau, laissant des bords bruts et déchiquetés. Elle martela des rivets dans des poches plaquées, cousit des fentes le long du dos et fixa du cuir récupéré d'une vieille ceinture d'usine. Pendant qu'elle travaillait, les souvenirs affluaient. Les mains douces de son père la guidant à sa machine à coudre, les sessions tardives dans son studio d'université, les applaudissements du public lors de la présentation de sa première collection de fin d'études. Dans chaque mouvement, elle canalisait ses souvenirs en quelque chose de féroce. En milieu d'après-midi, la pièce était terminée sur un mannequin, une fusion parfaite de textures brutes, coton, cuir, métal. Le maraudeur dégageait une aura de défi et de résilience. Zia prit des photos sous une seule ampoule nue, l'éclairage cru projetant des ombres profondes sur les plis anguleux. Elle sélectionna la meilleure photo, un gros plan des lanières de cuir entrecroisées sur un torse en toile noire, la silhouette nette se détachant sur un fond anthracite. La légende disait, Vespe Queen dévoile le maraudeur. Dièse renaître de ses cendres. Quelques minutes après la publication, les notifications se mirent à sonner. Les commentateurs s'extasiaient. Qui est ce fantôme? J'ai besoin de ça dans ma vie. Enfin, de la mode avec du venin. Lana regarda l'écran, le souffle coupé, un frisson électrique parcourant ses veines. Elle se leva, recula et contempla son reflet sur le sol en béton fissuré. C'était la première fois depuis des mois qu'elle ressentait autre chose que de la douleur. Maintenant, cette douleur ressemblait à du carburant. Zia sourit, lui donnant un léger coup de coude. Tu vois, ils adorent. Lana se tourna pour regarder à nouveau le vêtement, un sourire discret naissant au coin de ses lèvres. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Sous l'éblouissement intense des lumières de studio, Logan Creed était assis derrière un bureau en ébène brillant. Son reflet chatoyait sur la surface polie alors qu'il ajustait son verre de whisky en cristal. L'équipe de l'émission Runway Revival s'affairait autour de lui, se préparant pour l'enregistrement du prochain épisode. La carrure musclée de Logan remplissait un costume noir ajusté, sa peau foncée luisait sous les projecteurs. Il se pencha en avant, parcourant le script du téléprompteur devant lui. Les acclamations du public résonnaient depuis les haut-parleurs du plateau. Il savourait. C'était son royaume. Influenceur charismatique, juge adoré et magnate de la mode en pleine ascension. Personne ne remettait en question son génie. Surtout pas après la disparition de Lana Rivers. Un assistant de production frappa et lui glissa une note pliée. Il l'ouvrit. Rumeur sur Vespe Queen. Buzz underground sur les forums. Suspecté d'être l'ex-Rivers. Logan sentit la bile lui tordre l'estomac. Vespe Queen était une créatrice inconnue qui faisait des vagues en ligne. Il fit tourner le whisky dans son verre. Quoi d'autre, marmonna-t-il. L'assistant secoua la tête. C'est tout, monsieur. Il se retira, laissant Logan seul avec ses pensées. Sa mâchoire se crispa. Lana Rivers avait été le visage de Rivers & Creed. Elle était talentueuse, sans conteste, mais l'ego de Logan avait exigé son ombre. Maintenant, des mois après l'humiliation publique qu'il lui avait infligée, des rumeurs suggéraient qu'elle avait refait surface sous un nouveau nom, créant une marque imprégnée de défis. Certains disaient que l'esthétique de Vespe Queen rappelait les débuts de Rivers & Creed.
Des murmures selon lesquels les techniques de couture correspondaient à la façade signature de Rivers avaient fait surface sur les forums. Il but une longue gorgée de whisky, sentant la brûlure comme un feu liquide. Juste à ce moment, le producteur entra. « Logan, ils sont prêts pour toi dans 5 minutes. » Il hocha la tête, se ressaisissant. Sur scène, sous des lumières blanches éclatantes, il retrouva son personnage confiant. Le public rugit. Les appareils photo cliquetèrent alors qu'il se pavanait vers son tabouret. « Bonjour, fanatique de la mode. » Il tapota son micro. « Nous avons une émission énorme ce soir, les 12 meilleurs concurrents, 2 défis de défilé. » Allons-y, alors que l'émission commençait, l'esprit de Logan dériva vers Vespé. Astérisque, elle pense qu'elle peut m'éclipser. Astérisque, il étudia les portfolios des concurrents sur un moniteur, chaque créateur influencé par le streetwear audacieux, la déconstruction japonaise et la couture expérimentale. Il fronça les sourcils. Aucun ne ressemblait à Vespé Queen, mais il ne pouvait se défaire de la peur que le spectre de Lana Rivers se cachait derrière ce personnage. Pendant les pauses, il réprimanda son assistante, une jeune femme nommée Rena. « Renseignez-vous sur tout ce qui concerne cette Vespé Queen. Qui la finance, qui conçoit ses pièces ?» Rena hocha la tête, ses doigts volant sur sa tablette. Plus tard, dans sa loge, il fit les 100 pas. Les applaudissements de l'émission palpitaient encore à ses oreilles. Il composa le numéro d'un détective privé. « Je veux que vous fouilliez dans les dossiers de Vespé Queen. Dépôt de SARL, noms commerciaux, tout. Et découvrez si elle est liée à Rivers & Creed. » Il pressa le téléphone contre son oreille, écoutant les tonalités, chaque écho amplifiant sa crainte. Après avoir raccroché, il fixa son reflet dans un miroir en pied. Il toucha le revers de sa veste, sentant le tissage fin du tissu. Pour la première fois, il se demanda si l'adoration du monde était aussi certaine qu'il le pensait. Le murmure du nom de Vespé Queen rampait dans son esprit comme un avertissement de mauvais augure. Dans les confins feutrés d'un studio photo minimaliste à Harlem, une célèbre blogueuse de mode nommée Chioma Atawal était assise devant un public de caméras et de chaises. Chioma, belle, à la peau foncée et connue pour ses critiques impitoyables, avait autrefois été une championne de Lana Rivers, louant sa première collection à la télévision nationale. Mais depuis le scandale, Chioma avait tourné Rivers en dérision sans relâche. Ce soir-là, Chioma devait diffuser en direct son unboxing de marques de luxe envoyé par ses fans. Soudain, un coursier entra, lui remettant un paquet noir anodin enveloppé dans du papier mat. Chioma le regarda avec suspicion. Aucun nom sur l'adresse de retour, seulement un symbole embossé, un vécu stylisé. Elle le déballa, révélant une boîte doublée de satin. À l'intérieur se trouvait un vêtement, une robe élégante d'inspiration motarde, d'un noir de jet. Sa silhouette était agressivement structurée, un col haut, un ourlet déchiqueté, des lanières de cuir vieilli traversant le torse comme un corset fusionné avec du matériel. Les coutures étaient impeccables. Dans une manche, Chioma repéra une petite étiquette en fusain, Vespé Queen. Elle haussa un sourcil, la caméra tournant. « Eh bien, c'est nouveau. » Son assistant appuya sur enregistrer. Chioma enfila la robe. Sa coupe était miraculeuse, sculptant ses courbes et accentuant sa peau à cajou foncé. « C'est autre chose, » murmura-t-elle à la caméra. Elle tourna sur elle-même sous l'éclairage doux des boîtes à lumière. Regardez ses coutures. Le cuir est brut mais raffiné. Quiconque a fait ça connaît son métier. Elle vérifia son téléphone. Pas d'étiquette, pas d'information sur l'expéditeur. Elle leva son téléphone, passa en direct. Les gars, regardez ça. Un paquet mystérieux de Vespé Queen. Laissez-moi vous dire, c'est une tuerie. Elle s'approcha du vêtement, la bouche se courbant en ce rictus caractéristique. Si vous dormiez sur la scène underground, réveillez-vous. Qui que soit Vespé Queen, ils sont là pour tout déchirer. En quelques minutes, les commentaires affluèrent. Qui est Vespé Queen? C'est authentique? Je veux ça. Le nombre d'abonnés de Chioma grimpa en flèche. Elle se filma en direct en postant une photo énigmatique de la robe avec la légende « Créateur fantôme entend le game ». #Vespé Queen. Pendant ce temps, dans un loft élégant du centre de Manhattan, Logan Creed faisait défiler son téléphone. Le SMS de son assistant clignota, Chioma vient de poster sur Vespé Queen. Coup d'éclat. Viral.
La mâchoire de Logan se crispa. Les prévisions de vente de sa marque, CR33D, clignotèrent en rouge, une légère baisse. Les critiques qualifiaient sa dernière ligne de « sans inspiration » et de « recyclée ». La panique bouillonnait dans sa poitrine. Il frappa du poing sur la table basse. Incroyable. Ce fantôme me vole la vedette. Il tapa un SMS, mettez tous les avocats que vous avez sur ce vécu. Il est temps d'écraser quiconque me sape. Quelques instants plus tard, les réponses arrivèrent. On s'en occupe. Traçage de la SARL. Enquête sur les réseaux sociaux. Logan se renversa sur son canapé. Son regard était fixé sur l'horizon tourbillonnant de New York. Il se sentit vulnérable pour la première fois depuis des années. De retour à Harlem, Chioma Atawal conclut son direct « Retenez bien mes mots, Vespe Queen est la créatrice à suivre ». Elle termina la diffusion, puis posta un teaser sur Instagram. Du jour au lendemain, son fil d'actualité bourdonna de tags et de reposts. #VespeQueen. Très haut au-dessus de la ville, Logan regardait les notifications sur son téléphone. Chaque mention de Vespe Queen ressemblait à un coup. Il posa son doigt sur le bouton de publication d'un tweet. Vespe Queen? Plutôt Vespe qui? Regardez-moi révéler la vérité. Mais il l'effaça. Il avait besoin de stratégie, pas d'impulsion. Il glissa le téléphone dans sa poche. La détermination durcissant ses traits. Il ne se laisserait pas surpasser. Il contre-attaquerait. Un SUV noir discret s'arrêta dans une cour pavée privée du Meatpacking District. La cour était flanquée de murs de briques recouverts de lierre. Un joyau caché connu seulement de quelques initiés de l'art. À l'intérieur, une douzaine d'invités se mêlaient sous des ampoules Edison basses. De la musique jazz s'échappait d'un haut-parleur caché. Des sculptures en métal recyclé et des peintures abstraites d'artistes africains émergents bordaient l'espace. L'air sentait le whisky vieilli et le bois verni. Au centre de la pièce, une longue table présentait la première collection de Vespe Queen, Requiem of Ash. Chaque pièce était drapée sur des mannequins faits de palettes de récupération. Ezra Fox, une figure imposante à la peau foncée qui brillait comme de l'onyx, s'approcha de la table. Il portait un blazer marine sur mesure par-dessus un simple t-shirt blanc. Il étudia les vêtements d'un œil critique. Un trench en cuir aux ourlets déchiquetés, un blazer déconstruit dont les revers étaient des bandes de dénime tressées, et une robe de soirée envoûtante qui semblait avoir été arrachée à des braises calcinées. La foule chuchotait, « Qui est cette Vespe Queen ? Elle bouleverse tout. » Lana Rivers, le visage dissimulé par un grand chapeau anthracite et des lunettes de soleil noir, flottait près des œuvres d'art, le cœur battant. Son reflet vacillait sur le verre d'une vitre abandonnée réutilisée comme œuvre d'art, mais elle se sentait cachée, intouchable. Sa peau luisait faiblement sous les ampoules, un rappel de sa présence, bien que personne n'aurait deviné que c'était elle. Zia Kapoor, à la peau foncée et élégante dans un imprimé wax audacieux, se pencha par derrière, la voix douce. Ezra est là. Souviens-toi, reste invisible. S'il demande, c'est moi la créatrice. Les yeux de Zia pétillaient d'excitation. Ezra fit le tour de la table, son regard acéré. Il s'accroupit pour examiner une paire de bottes en cuir embossé, passa ses doigts gantés sur les coutures. C'est exquis, murmura-t-il. Il se leva, balayant la pièce du regard jusqu'à ce que ses yeux se posent sur la silhouette près du fond. Avez-vous conçu cela? Zia s'avança, pleine de confiance. Oui, ma partenaire, une créatrice anonyme. Elle fit un geste vers Lana. Sa vision est de défier le statu quo. Ezra étudia les traits de Zia, peau foncée, toilette méticuleuse et un air de sophistication sans effort. Il sourit. J'ai entendu des rumeurs, que vous êtes celle derrière Vespe Queen. Il tendit une main. Ezra Fox. J'investis dans le talent. Zia lui serra la main, la voix stable. Je ne suis pas Vespe Queen, dit-elle, bien que son cœur battait la chamade. Elle est ici. Elle fit un signe de tête subtil vers Lana. Le regard d'Ezra suivit son geste, atterrissant sur le chapeau de Lana. Il plissa les yeux. Et où pourrait-elle être? Demanda-t-il avec une intonation joueuse. Zia réduisit la distance. Juste ici. D'un mouvement rapide, elle souleva les lunettes de soleil de Lana et bascula son chapeau en arrière. Le souffle d'Ezra se coupa.
Ses yeux s'écarquillèrent à la vue du visage de Lana. Ses pommettes hautes, l'arc subtil de ses sourcils, la peau brun foncé qui brillait dans la pénombre. « Lana Rivers » murmura-t-il. « Je vous croyais partie. » Un silence tomba. Les invités s'écartèrent comme des rideaux révélant une scène. Des appareils photo apparurent dans la foule. La voix de Logan crépita à travers un téléphone discret tenu par l'un des assistants d'Ezra. Le spectacle doit continuer. Ezra s'avança, ignorant le hoquet collectif. Il offrit sa main à Lana. Lana Rivers. Votre collection est extraordinaire. Je veux en être. Il désigna un bloc de bois élégant portant un chèque de 2 millions de dollars. Ses bords étaient brûlés comme un élément de design pour faire écho à son motif. Offre inconditionnelle. Financez votre marque. Tout ce dont vous avez besoin. Lana sentit son cœur marteler. 2 millions. De l'argent réel. Les frais de studio, les défilés, les campagnes de relations publiques. Soudainement possible. Elle regarda Zia, qui hocha la tête. Elle se tourna vers Ezra. J'accepte. Une vague d'applaudissements suivit. Les paparazzi firent crépiter leurs appareils photo alors que Lana s'avançait, chaque flash faisant écho à une renaissance. Elle prit le chèque avec des doigts tremblants. Sa peau brillait sous les stroboscopes des objectifs. Logan, qui regardait via un flux en direct dans son loft de Manhattan, serra les poings. Il voyait sa marque rivale être scellée par un allié qu'il ne pouvait pas acheter. Alors que Lana laissait Ezra la guider, elle inspira profondément. Ce moment, cette chance, était un témoignage de sa résilience. Le vieux sang était devenu de l'argent frais. Elle ne gaspillerait pas cela. Paris. La ville lumière. Mais ce soir-là, le podium dans le vieil entrepôt du Marais ressemblait à une scène pour les ombres. Le défilé clandestin de Vespe Queen se déroulait dans un loft caverneux aux murs de pierre usée, des machines à fumer émettant des volutes de brouillard sinueuses, et un seul drapé noir divisant la pièce. Des centaines d'invitations avaient été livrées dans des enveloppes énigmatiques, soyez témoins de la Renaissance. 3 octobre, minuit. Il n'y avait pas de tag sur les réseaux sociaux, pas de communiqué de presse, seulement le bouche à oreille. Rédacteurs, influenceurs et initiés de la mode se rassemblèrent, bourdonnant d'anticipation. À l'intérieur, un silence s'installa alors que les projecteurs s'éteignaient. Le brouillard s'épaissit, tourbillonnant autour des pieds nus des mannequins émergeant de l'obscurité. Ils se déplaçaient comme des fantômes, des ombres allongées vacillant sur les murs. Chaque mannequin était drapé dans « Requiem of Ash ». Des robes couleur charbon aux coutures cousues main, des tranches surdimensionnées aux bords brûlés, et des vestes asymétriques liées par des cordons de cuir. Chaque couture portait la marque d'une imperfection délibérée. Brut, viscéral, dérangeant. Lana, vêtue d'un simple col roulé noir et d'un pantalon ajusté, regardait depuis l'arrière, le cœur battant. Sa peau foncée luisait sous la douce lueur d'une seule ampoule suspendue. Elle se sentait présente mais invisible. Ezra se tenait à ses côtés, un soutien silencieux. Zia flottait à proximité, les yeux brillants de fierté. Alors que le dernier mannequin quittait la scène, les lumières se rallumèrent. La foule éclata en chuchotements, puis en applaudissements. Les rédacteurs se précipitèrent à leur siège, griffonnant des notes sur des carnets reliés en cuir. Une femme chuchotante, Harper Val, rédactrice en chef de Asterisk Fashion Rising Magazine Asterisk, se tenait à l'avant, les yeux pâles illuminés d'excitation. Elle s'approcha de Lana, ses talons aiguilles en ébène claquant. Vespe Queen, souffla-t-elle, ce que je viens de voir est sans précédent. C'est radical. Lana inclina la tête. Merci. Harper tendit la main, effleurant les coutures d'une veste en cuir vieilli. Votre technique est géniale. Je veux présenter cela dans le numéro du mois prochain. Un article complet. Lana hocha la tête. L'estomac noué. Je vous enverrai des images en haute résolution. Pendant ce temps, dans une enclave VIP sur le côté, l'assistant de Logan Creed flottait au bord de la foule, essayant de paraître discret. Il reconnut la déconstruction signature. La ligne déchiquetée d'un ourlet le ramena à la thèse de Lana à la Rhode Island School of Design. Il prit des photos avec son téléphone et les envoya à Logan. Quelques instants plus tard, Logan faisait les 100 pas dans son loft de Manhattan. Son téléphone vibra, défilé de Vespe Queen, complet.
L'industrie est en délire. Article dans Asterisk Fashion Rising Asterisk confirmé. Il fit défiler les images de la collection Ombre et soie, fumée et vert. Un nœud amer se serra dans sa poitrine. Il ignora le conseil de son assistant de rester concentré sur les débuts de CR33D à Paris. Il répondit sèchement. Non. Je dois répondre. Maintenant. De retour à Paris, l'after-party scintillait de flûtes de champagne et de conversations feutrées. Les poids lourds de l'industrie comparaient leurs notes. Elle est plus avant-gardiste que Yohji Yamamoto, chuchota l'un. Je n'en reviens pas de l'intégrité structurelle de cette robe cocon en soie, s'extasia un autre. Alors que la foule bourdonnait, Lana s'éclipsa. L'adrénaline courait toujours dans ses veines. Elle se retira dans un petit loft en bas de la rue, s'effondra sur un canapé en cuir usé et expira. Les échos du spectacle la hantaient encore. Des pas sur le béton, le murmure du brouillard, le tonnerre d'applaudissements. Zia lui serra l'épaule. Ils appellent ça le défilé fantôme. Personne n'a eu de photo. Seulement des yeux invités. Les lèvres de Lana se courbèrent en un sourire fatigué. Parfait. À cet instant, elle se sentit à la fois vulnérable et invincible. Elle s'était coupée du monde, avait changé de forme et était revenue avec une vengeance. Et le monde écoutait enfin. Dans le Penthouse de Logan Creed à Manhattan, l'horizon de New York scintillait comme un kaléidoscope de poussière de diamants. Il se tenait près des fenêtres. Allant du sol au plafond, le téléphone pressé contre son oreille. Oui, je veux une enquête complète sur Vespe Queen. Chaque SARL, chaque inscription. Commencer par les bases de données américaines, puis internationales, et croiser toutes les connexions avec Rivers & Creed. Il écouta le détective privé confirmé, compris. J'aurai un rapport préliminaire d'ici demain matin. Logan raccrocha, une fureur maladive lui tordant les entrailles. Il se retourna, passant une main dans ses cheveux soigneusement coiffés. Son reflet le fixait, peau foncée, très ciselée, un sourire à $1 million perdu dans l'amertume. Il se dirigea vers son canapé en cuir et s'assit, les yeux plissés devant la lueur tamisée de sa télévision éteinte. Quelques semaines plus tôt, dans le même loft où il avait humilié Lana, il se sentait encore triomphant. Il avait vu le monde l'oublier. Maintenant, elle avait disparu pour refaire surface en tant que Vespe Queen, un nom chuchoté sur tous les podiums. Il se versa un double shot de whisky, le liquide ambré tourbillonnant comme de l'or en fusion. Il l'avala, sentant la brûlure dans ses sinus, et laissa échapper un soupir rauque. Son téléphone vibra avec un SMS marqué « Urge ». Il l'ouvrit. Le blog de Shiyoma, le manteau nocturne de Vespe Queen, vendu $5 000. Épuisé instantanément. Le dernier bombé de CR33D, prend la poussière. Il écrasa son verre dans sa main, des morceaux de glace cliquetant sur le tapis à poils longs. Maudite soit-elle. Il enfila une chemise blanche impeccable sur ses larges épaules, la rentrant dans un pantalon sur mesure. Il attrapa sa carte clé, la détermination gravée sur son front. J'ai besoin d'informations, marmonna-t-il. J'ai besoin de savoir qui la finance. Il se dirigea vers son bureau à domicile, ignorant le bourdonnement nocturne de la ville. Il alluma son ordinateur portable, les yeux balayant le portail crypté du cabinet de détective. Il entra le mot de passe, et des fichiers apparurent à l'écran. Il cliqua sur « Vespe Queen ». Un profil vierge. Pas d'adresse résidentielle. Pas de réseaux sociaux. Une seule SARL, Vespe Queen Design, enregistrée le 15 septembre, adresse à Brooklyn. Il fronça les sourcils. Trop propre. Il cliqua sur les entités associées. Rien. Aucune trace de Lana Rivers. Il serra les dents. Qui que soit Vespe Queen, elle avait méticuleusement brouillé les pistes. Il appela son conseiller juridique. Je veux déposer une plainte immédiate pour contrefaçon de marque pour l'utilisation de toute imagerie liée aux créations de CR33D. Il écouta, puis secoua la tête. Non, ça ne tiendra pas. Elle n'utilise pas les designs exacts de ma marque. Elle déconstruit. J'ai besoin d'autre chose. Il expira, les lèvres pressées. Il ferma l'ordinateur portable d'un geste final. Trouver un moyen de la démasquer. Il regarda les lumières scintillantes de la ville, se sentant plus petit que jamais. Dans son esprit, Vespe Queen était un spectre, insaisissable.
Mais il se jura à lui-même. Il la démasquerait, détruirait sa crédibilité et reconquérait son empire. 12 jours plus tard, dans un studio photo miteux de l'East Village, la nouvelle pièce de Vespe Queen se tenait sous un projecteur vibrant. Une veste en cuir déconstruite ressemblant étrangement au bombé signature de Logan Creed, le Creed Icon. Mais chaque couture était inversée, les fermetures éclairs se terminaient par des bords déchiquetés, et la veste était reconstruite de manière à ce que les manches s'enroulent en croix autour du torse d'un mannequin, comme des contraintes. L'étiquette du vêtement indiquait en lettres capitales austères, le narcissique. C'était une provocation, un symbole de l'orgueil de Logan tordu en chaos. Lana se tenait derrière un appareil photo, ses mains à la peau foncée ajustant habilement la mise au point. Zia surveillait les réseaux sociaux sur son téléphone, le visage empreint d'inquiétude. Elles échangèrent un regard. Ce soir déciderait de tout. Lana s'approcha du mannequin, une femme sculpturale à la peau brun nuit et au crâne rasé. Tenait la veste juste comme ça, les épaules droites, les yeux défiants. Pensez, c'est pour tous ceux qui ont été brisés par l'ego de quelqu'un. Le mannequin hocha la tête. L'expression féroce. Zia tapa sur l'épaule de Lana. C'est en direct maintenant. Chioma anime. Elle désigna un téléphone perché sur un trépied. La légende démasquait le narcissisme, une couture à la fois. Lance-le. Lana expira. Le cœur battant. Elle prit une dernière photo, le mannequin vêtu du « narcissique », debout devant un miroir fissuré reflétant le visage de Logan dans une mosaïque brisée. Elle la téléchargea. Immédiatement, les notifications explosèrent. Les commentateurs se déchaînèrent. Trop réel. Logan, c'est toi. Vespe Queen est sauvage. Quelques instants plus tard, un avis juridique des avocats de Logan atterrit dans la boîte de réception de Lana. Il menaçait de poursuivre pour contrefaçon de design, affirmant que le narcissique était une copie flagrante de la propriété intellectuelle de CR33D. Lana fit défiler, les lèvres se courbant en un sourire froid. Leur SARL est blindé, murmura-t-elle. Zia lui tendit un dossier, enregistrement de la SARL, police d'assurance, clause de non-responsabilité en matière de droit d'auteur. Nous sommes couverts, l'assura Zia. Ils n'ont aucune chance. Alors que les lumières du studio s'éteignaient, Lana sentit une vague de satisfaction la traverser. Logan avait attaqué le premier. Elle se battrait avec chaque couture et chaque fente qu'elle pourrait créer. La nuit vibrait d'anticipation. Son appel aux armes. La nouvelle se répandit rapidement. Du jour au lendemain, les chuchotements se transformèrent en gros titres. Les forums en ligne bourdonnaient de théories du complot. Lana Rivers a-t-elle secrètement conçu la première collection de CR33D? Un journaliste de mode de niveau intermédiaire déterra une transcription de Chad il y a des années. Logan Creed admettant dans un groupe de discussion privée que Lana avait des crédits de croquis et de couture sur ses premières lignes de défilé. Il avait minimisé ses contributions publiquement, se prétendant un génie, tandis que Lana avait tranquillement perfectionné l'esthétique. En quelques heures, l'article du journaliste, dévoilé la vérité derrière Creed, devint viral. Sur Reddit, Air Fashion explosa, Lana a toujours été le talent derrière Creed. Logan est un fraudeur. Sur Twitter, #JusticeForLana était en tendance mondiale. Même les grands médias reprirent l'histoire, diffusant des interviews d'anciens stagiaires qui corroboraient que Lana avait fait le gros du travail sur les débuts de CR33D. Le téléphone de Logan s'illumina de notifications, des pings d'incrédulité et d'indignation. Son image soigneusement construite se fissura sous l'examen. Il se dépêcha d'enregistrer une déclaration vidéo. Ces allégations sont sans fondement. Mais il était trop tard. L'opinion publique avait basculé comme un pendule. Les investisseurs commencèrent à remettre en question la légitimité de sa marque. Les détaillants suspendirent leurs commandes. Son personnel, autrefois loyal, chuchotait des doutes dans son dos. Pendant ce temps, dans le Meatpacking District de New York, Lana, vêtue d'un simple chemisier noir et d'un jean ajusté, entra dans un café. Le barista lui tendit son cappuccino avec un sourire entendu. Autour d'elle, les clients chuchotaient avec enthousiasme. C'est Vespe Queen, demandèrent certains. Elle sirota son café, savourant le goût d'une douce vengeance. Zia baissa son téléphone. Les yeux brillants. Ils y ont cru. Ils le croient. Lana hocha la tête.
Le cœur battant. Bien. Maintenant, continuons à les faire croire. Elle s'autorisa un petit sourire, mais son esprit s'emballa. Ce n'était que le début. Exposer Logan avait fracturé sa façade, mais reconstruire son propre empire nécessitait des pas assurés. Elle sentit une tape sur son épaule. Harper Val. Sa peau foncée brillait sous les suspensions du magasin. Vespe Queen, dit-elle à voix basse. L'article sort demain. Une couverture exclusive. Le monde verra tout. Votre version de l'histoire, votre vision. Elle posa une impression brillante du croquis de Lana du narcissique sur la table. On commence avec ça. Ils vont le dévorer. Les lèvres de Lana se courbèrent. Merci. Alors que Harper partait, Lana expira. Son reflet dans le mur en miroir du magasin semblait résolu, bien loin de la créatrice brisée qui avait fui l'Oregon des mois plus tôt. Le masque que Logan lui avait épinglé s'était brisé. Maintenant, elle avançait à découvert, reconquérant chaque couture, chaque point, et chaque once de son pouvoir. Lana arriva dans une galerie discrète de Midtown sous le prétexte de rencontrer un mécène anonyme. L'espace était feutré, avec des sols en béton poli et des murs blancs ornés d'installations d'art minimalistes. Un seul projecteur doux éclairait une petite chaise en cuir noir au centre. Aucun invité n'était visible. Seule la conservatrice, une grande femme à la peau d'ébène et aux tresses blonds platine, fit signe à Lana d'entrer. « Monsieur Rutherford va vous recevoir maintenant », murmura-t-elle en s'éclipsant. Le pouls de Lana s'accéléra. Elle navigua dans un couloir étroit bordé de fenêtres allant du sol au plafond qui encadrait la silhouette déchiquetée de l'horizon de New York. Au bout, une porte s'ouvrit. À l'intérieur, Kay Rutherford se tenait derrière un bureau simple, sans fioriture, juste une surface en bois brillant et un verre de whisky. Le teint foncé de Kay scintillait dans la lumière tamisée. Ses yeux intenses enregistrèrent la présence de Lana. Il portait un costume anthracite, une chemise blanche impeccable déboutonnée au col. Sur le bureau se trouvait un portfolio des premières créations de CR33D, des croquis griffonnés à la main portant le filigrane de Lana. Kay désigna une chaise. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Il la fixa d'un regard pénétrant. J'ai observé. Lana se percha sur le bord de la chaise, l'estomac se nouant. Merci de me recevoir. Kay fit tourner son whisky. La flatterie n'est pas nécessaire. Je sais qui vous êtes. Lana Rivers. Peau noire. Créatrice brillante. Je sais aussi que vous avez construit Vespe Queen à partir de zéro. Le souffle de Lana se coupa. Je ne vous ai pas donné mon CV. Il sourit légèrement, glissant les croquis vers elle. Ces croquis correspondent aux premières idées de CR33D. Vous les avez conçus. Il tapota la page. Votre signature. Elle se pencha en avant, le cœur battant. Vous avez des preuves. En effet. Kay soupira, se penchant en arrière. Mais ce n'est pas seulement ça. Je possède Vanta, le label qui a investi pour la première fois dans Creed. Il y a des années, j'ai vu votre talent. J'ai vu comment Logan vous a éclipsé. Quand j'ai appris que vous étiez de retour, je vous ai suivi. Il se leva, se dirigeant vers une fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient en bas. Je propose plus qu'un prêt. Je propose un partenariat, un financement, un mentorat, des relations, tout le package. La poitrine de Lana s'agita. Une offre d'1 million de dollars d'un allié qui croyait en elle. Pourquoi? Demanda-t-elle calmement. Kay se tourna, le visage sérieux. Appelez ça une pénitence. J'ai été complice en récompensant les mensonges de Logan. Ça s'arrête maintenant. Je veux remettre les choses en ordre. Mais je vous veux comme partenaire, pas comme un fantôme silencieux. Sous le nom de Vespe Queen ou le vôtre, celui que vous choisirez. Des larmes piquèrent les yeux de Lana. Son offre généreuse semblait écrasante. Elle les ferma, inspirant profondément. J'ai besoin de réfléchir. Kay hocha la tête. Bien sûr. L'offre tient toujours. Je crois en votre vision. Lana se leva, tendant la main. Kay l'enveloppa d'une poignée ferme. Merci, murmura-t-elle. Dans l'ascenseur en descendant, Lana ressentit un tourbillon d'émotions. Gratitude, soulagement, exaltation.
Elle avait une chance de construire un empire selon ses propres termes, soutenu par quelqu'un qui reconnaissait sa valeur. Elle sortit sur le trottoir, la brise de la rue lui caressant fraîchement le visage. Elle attrapa son téléphone et envoya un SMS à Zia. Nous avons un investisseur. Retrouve-moi au studio. 5 jours plus tard, Lana Rivers, ne se cachant plus derrière Vespe Queen, entra dans les bureaux opulents de la Vanta Fashion House. Le hall en marbre de l'immeuble brillait sous un éclairage encastré. Une réceptionniste silencieuse la guida dans un ascenseur privé. Alors que la porte se fermait, le reflet de Lana la regardait, une silhouette sculpturale dans un blazer noir taillé avec précision, un pantalon large et des talons pointus. Sa peau foncée luisait sous la douce lueur de l'ascenseur. Elle ressentait un mélange de papillons dans le ventre et de détermination d'acier. Kai Rutherford la rejoignit à une table de conférence en acajou. Une bibliothèque à 2 niveaux derrière lui contenait de rares tomes de mode et des récompenses des podiums mondiaux. Il lui fit un signe de tête. « Bienvenue, Lana. » Elle s'assit, lissant son blazer. Ezra était assis à la gauche de Kai, les bras croisés, observant attentivement. Les 2 hommes étaient des titans du monde de la mode. Kai, avec son influence discrète, Ezra, avec son poids d'investissement public. Kai ouvrit un dossier relié en cuir. J'ai assemblé un conseil d'administration, rédacteur, financier et directeur créatif. Il tourna une page. Votre mission, relancer Rivers & Creed sous votre seule direction. Nous absorberons Vespe Queen dans RSC en tant que sous-label. Le budget est illimité pour votre première collection. Nous avons des lieux réservés à Milan, Paris, New York. Votre marque commandera les podiums. Lana prit une profonde inspiration. Tout ce dont elle avait rêvé aux ressources, soutien, contrôle était à portée de main. Elle se souvint de l'humiliation que Logan lui avait infligée. Son triomphe volait cette nuit-là sur scène. Elle serra le bord de la table. Ses jointures blanchirent. J'accepte. Kai sourit. Excellent. Maintenant, l'équipe. Il présenta une liste. Harper Val de Fashion Rising supervisant l'éditorial, Nadia Kamal, gourou de la production créative, Marcus Olini, stratège de la chaîne d'approvisionnement, et Zia Kapoor comme chef des opérations de design. Harper se leva, ses yeux sombres brillants. Lana aura un article en 2 parties en couverture avant vos débuts à Paris. Première partie, l'ascension de Vespe Queen. Deuxième partie, Lana Rivers reconquiert son trône. Nous révélerons votre identité sur la page d'accueil de notre plateforme. Ça va secouer l'industrie jusqu'à ses fondations. Marcus fit glisser une tablette sur la table. Projection, budget marketing mondial, calendrier des défilés, achat publicitaire. Nadia se pencha en avant. Votre esthétique brute, déconstruite, puissante reste intacte. Nous l'amplifierons. Pas de compromis. Alors que chaque membre du conseil hochait la tête en signe d'approbation, Lana ressentit une vague de gratitude et de détermination. Elle avait tout perdu un jour, sa marque, sa réputation, son identité. Maintenant, la scène était prête non seulement pour un retour, mais pour une conquête. Elle se tiendrait au sommet, sans rival. Kai tapa sur la table. Votre première tâche, développer votre collection parisienne. Nous avons besoin de croquis d'ici la semaine prochaine. Montrez-moi votre vision. Lana expira, un lent sourire se propageant sur son visage. Compris. Ce soir-là, en traversant une cour déserte sous une faible lumière de lampadaire, l'esprit de Lana s'emballa de possibilités. Elle réalisa que la place à la table n'était pas seulement une position de pouvoir, c'était une validation. Validation que son talent, sa peau africaine foncée, sa perspective unique, comptaient. Elle n'était plus dans l'ombre de Logan. Elle était l'éclipse. Le Grand Palais à Paris n'avait jamais rien vu de tel. La collection de Lana Rivers se déroula sur une bande-son envoûtante de pianos dissonants et de rythmes électroniques lancinants. Les mannequins émergèrent de sous un voile de fumée vaporeux, vêtus de vêtements qui semblaient nés de cauchemars chuchotés et de braises ambrées. Le podium était encadré de panneaux d'acier noirci et de miroirs fissurés comme des rêves fracturés. Chaque ensemble portait la signature de Lana. Bords bruts, drapés asymétriques et coutures qui ressemblaient à des cicatrices. La palette de couleurs dansait entre des noirs d'encre, des gris calcinés et des éclats de cramoisi. Au premier rang, les critiques griffonnaient avec ferveur.
Les photographes cliquetaient dans une frénésie rythmique. Ezra se pencha en avant, expirant un souffle fier. Zia était assise à côté de lui, les yeux brillants de larmes. Harper Val griffonnait des notes pour son commentaire en direct. Lana Rivers embrase le podium avec une avalanche d'émotions. Son retour n'est rien de moins qu'incendiaire. Dans les coulisses, Lana, à la peau foncée et lumineuse, regardait à travers une fente du rideau. Son cœur battait au rythme de la musique. Elle avait mis chaque once de sa douleur, chaque point de résilience dans cette collection. L'ensemble final, Phoenix Reborn, présentait une robe de soie superposée, brûlée aux ourlets, scintillant sous les projecteurs comme un oiseau renaissant de ses cendres. Alors que le dernier mannequin prenait la pose, les lumières de la salle restèrent faibles. Pendant un long moment, le silence régna. Puis le public éclata, applaudissements tonitruants, acclamations, même quelques sifflets émus. Les débuts parisiens de Logan Creed, sur une scène plus petite de l'autre côté de la ville, avaient subi des annulations massives alors que les rédacteurs et les influenceurs affluaient au défilé de Lana. Ses sièges au premier rang restèrent vides, un rappel flagrant de son éclipse. Lana monta sur le podium pour son salut final. Chaque pas semblait lourd et léger à la fois, comme si elle portait à la fois le poids de son passé et la flottabilité de son avenir. Les flashs crépitèrent, capturant sa silhouette, grande, royale, triomphante. Elle joignit ses mains sur son cœur, s'inclinant profondément. Derrière elle, les miroirs fissurés et les panneaux calcinés semblaient refléter non pas la destruction, mais la transformation. Plus tard dans la nuit, dans une suite dorée surplombant la scène, Lana reçut une rafale de messages. « Tu as mis le feu à Paris. C'est la renaissance dont nous avions besoin. » Lana Rivers est inarrêtable. L'écran de son téléphone rayonnait des éloges des rédacteurs, des acheteurs et des fans du monde entier. Elle glissa le téléphone dans sa pochette et sortit sur le balcon, l'air frais caressant sa peau foncée. En bas, la tour Eiffel scintillait, un phare de lumière. Dans ce moment scintillant, Lana s'autorisa à expirer complètement. Elle l'avait fait. Elle avait affronté ses démons, reconquis son identité et régné victorieuse au cœur même du monde de la mode. Alors que les lumières de la ville scintillaient, Lana murmura dans la nuit, ce n'est que le début. Logan Creed était assis dans une salle de conférence aux parois de verre surplombant Manhattan, ses doigts tambourinant sur la table en chêne poli. Il faisait face à un demi-cercle d'investisseurs anxieux, costumes sombres, voix fées. Outrés, rides d'inquiétude gravées sur leurs visages. Son assistante, Rena, se tenait près de la porte, tablette à la main, affichant des notifications sur la chute des cours de l'action. Un investisseur s'éclaircit la gorge. « Monsieur Creed, les ventes ont chuté de 28% ce trimestre. Les médias qualifient votre marque de masterclass en procrastination. » La lassitude s'infiltra dans la posture de Logan. « On peut gérer ça, murmura-t-il, la voix tendue. Nous sortirons une nouvelle ligne capsule, un virage vers la fast fashion. » Un autre investisseur secoua la tête. « Votre appropriation des créations de Rivers & Creed, les détaillants annulent leurs commandes. Nous avons besoin de réponses. » Logan frappa la table, faisant cliqueter les tasses à café. « Vous croyez que je ne le sais pas? Je m'en occupe. » À l'extérieur de la salle de conférence, son détective privé confirma, Vespe Queen était bien Lana Rivers. Les investisseurs échangèrent des regards. Un directeur se leva, la voix froide. « Nous organisons un vote des actionnaires pour vous démettre de vos fonctions de directeur créatif. » Le cœur de Logan battait la chamade. Son empire se fracturait. Il sortit en trombe, la mâchoire serrée, des visions de gros titres lui traversant l'esprit, Logan Creed, phénomène de la mode ou fraudeur? De retour dans le calme de son studio de Midtown, Lana Rivers répétait intensément. Le silence était délibéré. Elle voulait que chaque mot qu'elle prononçait résonne comme une confession. Un caméraman ajustait sa lumière. Zia surveillait les niveaux sonores. « Souviens-toi, murmura Zia. Parle avec ton cœur. Ce n'est pas un manifeste. C'est une histoire de survie. » Lana hocha la tête. Ses yeux sombres étaient féroces. Le voyant rouge d'enregistrement clignota. Sa voix, légèrement tremblante, résonna dans le petit espace. « Quand il m'a traité de plagiaire sur cette scène, il a effacé mon identité. Je me suis senti disparaître. Mais dans ce silence, j'ai trouvé mon but. » Elle marqua une pause, déglutissant. «
Je suis Lana Rivers. Et bien qu'il ait essayé de m'enterrer, me voici debout. L'enregistrement s'arrêta. Harper Val jeta un coup d'œil, les yeux brillants. C'était brut, authentique. Exactement ce qu'ils ont besoin d'entendre. Quelques minutes après la mise en ligne, la vidéo devint virale. Les commentaires affluèrent, des frissons. C'est une force. Logan, tu es fini. Logan regarda depuis son pentouse, la mâchoire pendante. Il s'était attendu à de la communication de crise, à du contrôle des dommages. Mais pas à ça. L'opinion publique basculait comme une marée. Alors que Zia et Kai se tapaient dans la main, Lana s'autorisa un petit sourire triomphant. Sa voix avait reconquis son pouvoir. Dans un cabinet d'avocats animé du centre-ville, Lana rencontra son équipe juridique, un duo d'avocats énergiques, Marcus et Taylor. Le tableau blanc derrière eux brillait de points clés, poursuite en diffamation contre Logan Creed, réclamation pour contrefaçon de propriété intellectuelle, et stratégie de relations publiques, #JusticeForLana. Taylor appuya sur une touche. La campagne de relations publiques projetée affichait des images des croquis originaux de Lana, des horodatages et des déclarations sous serment d'anciens stagiaires. Logan s'est attribué le mérite de mes créations, lisait-on sur l'une. Lana a dirigé le prototype, confirmait une autre. Les doigts de Lana se crispèrent autour de sa tasse de café. Nous devons amplifier le récit selon lequel il m'a volé, dit-elle. Marcus hocha la tête. Nous déposerons une plainte au tribunal fédéral demain, et nous avons organisé une conférence de presse en direct. Votre voix, sans filtre. Le lendemain matin, dans une salle de presse de Midtown bondée de caméras, Lana fit face au podium. Les flashs crépitèrent alors qu'elle parlait. Logan Creed a orchestré l'illusion de ma chute pour s'en mettre plein les poches et s'attribuer le mérite du travail de ma vie. Aujourd'hui, je reconquiers à la fois mon nom et mes créations. La foule éclata. Sur le côté, Kai murmura, ils boivent ses paroles. Le soir venu, des hashtags comme #TruthForLana et #ShameOnCreed étaient en tendance mondiale. Les avocats de Logan se dépêchèrent de rédiger des réfutations, trop tard. Le tribunal de l'opinion publique avait rendu son verdict. Logan était un fraudeur. Logan Creed faisait les 100 pas dans la réception au sol de marbre de son propre siège social, regardant le téléscripteur à l'écran. $CR3 coulait plus vite qu'une pierre dans un étang. Sa directrice financière, une femme guindée nommée Evelyn, l'intercepta. Logan, les banques rappellent vos prêts. Nos lignes de crédit se sont taries. Il serra les poings. Nous avons traversé des tempêtes auparavant. Les lèvres d'Evelyn tremblèrent. C'est différent. Le conseil se réunit aujourd'hui pour discuter de la liquidation des actifs de CR33D. À ce rythme, vous perdrez le contrôle. Il serra la mâchoire, s'affaissant sur un canapé en cuir moelleux. Quelques instants plus tard, les portes de la salle du conseil s'ouvrirent en grand. Le président, un homme aux cheveux argentés et au regard d'acier, annonça « Nous avons voté à l'unanimité pour demander la vente de CR33D. Nous mettrons aux enchères votre participation à moins que vous ne trouviez un acheteur d'ici la fin de la semaine. » Le souffle de Logan se coupa. « Vous ne pouvez pas faire ça, rugit-il. J'ai construit cette marque. » La voix du président était glaciale. « Votre marque est en faillite, moralement et financièrement. Nous protégeons nos investissements. » L'empire de Logan, sa fierté, s'effondrait sous ses yeux. Il sortit en trombe, la tête basse, l'écho de ses propres pas sonnant comme un glas. Sous un soleil blafard de milieu d'après-midi, Logan Creed entra une dernière fois dans une salle de conseil. Mur blanchi à la chaux, une longue table bordée d'acheteurs potentiels, sociétés d'investissement, conglomérats médiatiques, et un visage familier. Kai Rutherford. Lana se tenait à côté de Kai, sa présence calme mais imposante. Le regard de Logan se posa sur elle, un cocktail de peur et de fureur vacillant dans ses yeux. Le commissaire-priseur, un courtier à lunettes, annonça 10 millions de dollars. Quelqu'un dit 11 ? Silence. Kai leva calmement une main. 12 millions. La salle murmura. Le visage de Logan se vida de sa couleur. 13, marmonna-t-il avec espoir, mais personne ne bougea. Finalement, Kai dit 15 millions. Le courtier frappa le marteau. Vendu à Kai Rutherford. Les murmures s'amplifièrent.
Logan secoua la tête, abasourdi. Lana s'avança. Logan, commença-t-elle, la voix stable. Tu as construit ton empire sur mon talent. Aujourd'hui, je réclame ce qui m'appartient de droit. Elle signa les derniers documents. Alors que Kai lui offrait une poignée de main de félicitations, les épaules de Logan s'affaissèrent. Il avait perdu non seulement sa marque, mais tout ce qu'elle représentait. En sortant, les couloirs semblaient caverneux et vides. Son royaume appartenait désormais à Lana. Ce soir-là, dans un studio de télévision éclairé par des accents néons, Lana Rivers se préparait pour sa première interview télévisée depuis plus d'1 an. Le décor était moderne. Des panneaux de verre, un bureau élégant et 2 fauteuils en cuir. En face d'elle était assis Jordan Fields, un animateur de talk-show renommé au sourire chaleureux et aux questions incisives. Les caméras tournèrent. Jordan se pencha en avant. Lana, félicitations pour l'acquisition de CR33D. Qu'est-ce que ça fait de posséder la marque qui a autrefois tenté de vous détruire? Les yeux sombres de Lana brillèrent. Elle croisa les mains. C'est un sentiment de justice, pas de vengeance. Je ne voulais pas la démolir. Je voulais la reconstruire authentiquement. Jordan hocha la tête. Votre parcours, de l'humiliation publique à PDG, est inspirant. Quel message avez-vous pour les jeunes créatifs confrontés à des revers similaires? Lana marqua une pause, se souvenant d'elle allongée sur ce banc de parc 2 ans plus tôt. La résilience. Votre valeur n'est pas définie par l'opinion des autres. Si vous croyez en votre vision, battez-vous pour elle, point par point. Le public exhala des murmures d'appréciation. Jordan sourit. Vous avez transformé des cicatrices en coutures. Quelle est la prochaine étape pour Rivers & Creed? Lana se pencha en arrière avec confiance. Un programme de mentorat pour les créateurs sous-représentés. La vraie créativité s'épanouit dans la diversité. Alors que les caméras coupaient, le réalisateur murmura, c'était de l'or. Lana expira, le cœur gonflé. Elle avait partagé sa vérité sur une plateforme que des millions de personnes verraient. Dans un ancien studio de design spacieux de CR33D, Lana convoqua une réunion de reconstruction. Des machines à coudre vintage brillaient sous les néons, des portants de tissu attendaient une nouvelle vie. Des dizaines d'anciens créateurs de CR33D, ceux que Logan avait licenciés après sa chute, se tenaient dispersés autour d'elle. Leur visage allait de l'excitation au scepticisme. Lana s'avança. Merci à tous d'être venus, commença-t-elle, la voix résonnante. Vous avez été licenciés parce que Logan avait besoin de boucs émissaires. Maintenant, Rivers & Creed sera à nouveau votre maison. Un grand créateur, Maloc, à la peau foncée avec des dreadlocks striés de gris, haussa un sourcil. Pourquoi devrions-nous vous faire confiance? Logan nous a menti aussi. Lana croisa son regard. Parce que je crois en la transparence. Aujourd'hui, je partage notre plan financier, notre feuille de route créative et une politique de porte ouverte. Nous construisons une culture inclusive. Pas de secret, pas de hiérarchie. Une créatrice nommée Chioma, à la peau foncée et féroce, s'avança. J'ai tout perdu quand Logan a dit que nous n'étions pas prêts pour le marché. Mes créations verront-elles enfin le jour? Lana sourit. Absolument. Nous présenterons votre collection capsule à Milan la saison prochaine. Une pause ondula dans la salle. Plus tard, Maloc s'approcha tranquillement de Lana. D'accord, patronne. J'en suis. Lana lui serra la main. Bienvenue à la maison. Alors que les équipes se rassemblaient autour des tables de coupe, des carnets de croquis et des panneaux d'inspiration, le bourdonnement de l'activité semblait électrique. Rivers & Creed renaissait de Fils de Rédemption. Des mois plus tard, au même International Fashion Awards où son cauchemar avait commencé, Lana Rivers revint. Cette fois en tant qu'invitée d'honneur. La grande salle de bal brillait sous des lustres en cristal. Des rangées de sièges en velours étaient remplies d'élites de l'industrie. La présentatrice, Priya Dessé, radieuse dans une robe argentée, monta sur scène. Ce soir, nous honorons une véritable visionnaire, Lana Rivers, qui a défié l'adversité pour devenir le cœur battant de la mode moderne. Un tonnerre d'applaudissements éclata. Lana, à la peau foncée et lumineuse dans une robe de couture blanche sculptée, monta sur scène. Les flashs crépitèrent alors que les caméras zoomaient. Elle marqua une pause au pupitre,
balayant la foule du regard. Kai et Ezra rayonnaient au premier rang. Elle déglutit, la voix stable. Il y a un an, je me tenais en coulisses, humilié et le cœur brisé. Ce soir, je suis ici parce que chaque étape de ce voyage m'a appris la résilience, l'intégrité et la communauté. Ce prix n'est pas seulement pour moi. Il est pour chaque outsider qui aspirait à une chance. Le public se leva dans une ovation debout. Des larmes brillèrent dans ses yeux alors qu'elle acceptait le prix. Logan, assis discrètement à l'arrière, baissa la tête, reconnaissant son triomphe. À cet instant, elle sentit le poids de l'histoire basculer. De la disgrâce à la gloire, la boucle était bouclée. Tard un après-midi, Lana retourna dans sa maison d'enfance dans l'Oregon rural. Le soleil jetait une teinte dorée sur le porche usé où elle s'était autrefois assise à contempler le fond du trou. Elle portait un carnet de croquis en cuir bien usé et un jeu de crayons fusains. Le banc grinça sous son poids alors qu'elle s'installait, sa peau foncée brillant dans la douce lumière. Elle ouvrit le carnet à une double page de ses premiers dessins, jeunes, bruts, imparfaits. D'une respiration régulière, elle tourna à la dernière page blanche. Ses doigts effleurant le papier rugueux, elle écrivit en lettres capitales audacieuses « Merci de m'avoir anéanti. J'avais besoin d'un commencement. » Elle posa le crayon et esquissa un simple dessin au trait, un phénix renaissant, les ailes déployées. Derrière elle, les étoiles se mirent à clignoter. Elle murmura dans la nuit. Ceci est pour la route à venir. La brise fit bruisser les pages, comme si elle emportait ses paroles dans le vaste monde. Dans le silence de l'aube d'un atelier Rivers & Creed revitalisé, Lana Rivers alluma les lumières. Le studio, une pièce caverneuse au haut plafond, brillait sous des rangées d'ampoules impeccables. Des mannequins drapés dans la prochaine collection se tenaient comme des sentinelles. Des fils, des échantillons de tissus et des croquis jonchaient une longue table en chêne. Elle s'arrêta sur le seuil, respirant l'odeur de la créativité et de la promesse. Coton, cuir et térébenthine. Une musique faible pulsait depuis un haut-parleur dans un coin, une ligne de piano envoûtante entrelacée de rythmes électroniques. Elle s'avança, ses mains effleurant l'ourlet d'une veste à moitié finie. Son reflet scintillait dans un grand miroir de l'autre côté de la pièce. Peau foncée, posée, sans peur. Elle traversa le sol et appuya sur un interrupteur, des rangées de carnets de croquis se polymérisèrent en tablettes lumineuses le long du mur, chacune abritant une nouvelle idée. Debout au centre, elle jeta un dernier regard à la pièce qui pulsait de possibilités. Puis, avec un calme délibéré, elle ferma la porte du studio derrière elle. La caméra s'attarda sur sa silhouette, se dissipant dans l'obscurité. Une seule citation se matérialisa sur l'écran noir. Elle a cousu ses blessures pour en faire quelque chose d'incassable. Fin. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.